d'entamer ce débat sur la bonne collecte et le bon usage des données de santé, eh bien, je vous propose de partir voir sur le terrain une illustration concrète en Inde où Opération Asha permet de mieux détecter les malades atteints de tuberculose et surtout de les suivre dans leur traitement. Tuberculosis or TB is a curable bacterial infection that has become Alors c'est une infection bactérienne qui aujourd'hui s'est répandue, mais aujourd'hui nous savons que nous pouvons la guérir, mais pour cela il faut des médecins et c'est pour cela que nous avons mis en place cette opération Asha. Ceci veut dire que nous avons des ressources nous permettant de vérifier que nos professionnels de santé accompagnent les patients et soient sûrs qu'ils respectent leur traitement médical. Nous faisons également des analyses, mais nous avons pour cela des outils technologiques et c'est un projet qui nous permet d'être sur le terrain et de voir justement ce qui arrive. Vous voyez ici, dans cette rue du village, qu'est-ce que l'on fait? On commence par essayer de juguler les épidémies de tuberculose. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé. Il faut utiliser ces nouvelles technologies. Vous voyez ce système qui est très simple, qui permet justement d'utiliser un laptop, d'avoir également un module de lecture, également la possibilité d'envoyer des messages. Donc, nous pouvons demander à nos patients d'appuyer sur cette petite boîte de façon à enregistrer leurs empreintes, ceci afin d'assurer un bon suivi de ces patients et être sûr qu'ils suivent leur traitement. Alors, N-Clinic, donc, nous permet de suivre ce règlement, ce traitement médical. Donc, nous voulons être sûrs que les patients ont vraiment pris leurs médicaments jour par jour. Maintenant, si un patient n'a pas respecté le traitement, donc vous voyez, il y aura un test qui sera envoyé au programmateur qui s'occupe de ces programmes, donc, mais également celui qui accompagne ces patients pour les prévenir. Et à ce moment-là, on va donc aller au domicile du patient avec ce petit terminal, on va reprendre l'empreinte encore du patient et lui expliquer aux membres de la famille comment il faut observer les traitements et pourquoi c'est tellement important. Eh bien, compliance, c'est très juste. Évidemment, nous savons quelles sont les doses de médicaments que nous devons prendre sur une base journalière. Alors, tous les soirs, le système va permettre d'envoyer cette information à un serveur online et qui donc enregistre tous ces messages avec un bilan qui est fait et qui nous permet d'avoir des informations mises à jour. Grâce à ce système, nous pouvons suivre ce qui est fait par tous les accompagnateurs, tous les conseillers médicaux et savoir également quels sont les problèmes. Donc, le patient est enregistré grâce à e-compliance. Il est facile de savoir si le patient respecte régulièrement son traitement ou pas. Donc, c'est une situation vraiment gagnant-gagnant parce que, évidemment, cela permet d'avoir plus de connaissances dans le domaine de l'informatique, des nouvelles technologies. Cela permet à ces accompagnateurs également de bénéficier d'un plus grand respect de leur communauté et d'accompagner véritablement les patients. Voilà, exemple concret sur le terrain, dans les conditions du terrain, de ce que veut dire aussi de la collecte de données pour améliorer la santé des populations. Shelly, plusieurs choses importantes lorsque l'on parle de bonne collecte de données. Tout d'abord, il y a le matériel informatique, bien sûr, on l'a vu, il compte dans ce cas-là, puisque vous utilisez l'empreinte digitale. Mais j'ai envie de dire, avant l'informatique, ce sont d'abord les femmes et les hommes qui collectent qui sont importants à vos yeux. Pourquoi et à quel point ? Vous avez bien sûr raison. Et permettez-moi de commencer en disant que la technologie, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. D'abord, il faut avoir un bon programme avec de très bonnes bases. Et c'est lorsqu'on a ces bonnes bases que la technologie vient rendre les choses possibles. Donc, on a des personnels locaux. Et à chaque fois que l'on intervient, ce sont des personnes locales qui appartiennent à la même communauté, mangent la même nourriture que les gens que l'on veut
se traiter. Et c'est eux qui sont les mieux à même de servir leur pairs. Par exemple, au Cambodge, toutes les personnes qui travaillent pour l'opération achat sont des locaux, à l'exception du chef de programme, parce qu'il doit avoir une connaissance scientifique et une connaissance beaucoup plus importante. Mais sinon, c'est vrai qu'on est dans une zone où il n'y a même pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro de maison, donc il faut des gens qui sont vraiment locaux. Il faut des travailleurs de santé qui ont l'habitude, dans certains cas, d'aller en bateau d'île en île. Elle n'aurait pas été aussi précise, aussi performante si vous aviez envoyé des personnes non issues de cette communauté ou des infirmiers quelconques, quelque part, rechercher ces données ? Absolument. Et il faut, donc la précision dépend de l'expertise des personnes. Alors j'ai un diplôme en médecine, mais je ne parle pas la langue d'un certain nombre de communautés bangladeshis. Et les gens ne vont pas me parler parce que je suis une étrangère. On va dire, tiens, cette personne vient du gouvernement, pourquoi me pose-t-elle des questions? À l'inverse, des personnes qui appartiennent à leur communauté, ce sont des personnes qui vont volontiers prendre un thé avec eux, s'asseoir avec eux et poser les questions qui comptent, les questions importantes. C'est l'humain qui est au centre. Et ce n'est ensuite que la technologie qui va permettre la précision et que le travail est bien fait. Des données, notamment des données sanitaires sur une épidémie, comme c'est le cas ici sur la tuberculose. Grâce à ces travailleurs locaux issus des communautés, vous permettez d'avoir de la vraie donnée, finalement, de la bonne donnée, et de ne pas avoir des personnes qui passent, comme on dit, sous les radars. Absolument. Le défi dans des pathologies comme la tuberculose, c'est que nous avons 10 millions de nouveaux cas chaque année. Et on a 4 millions de ces personnes qui passent justement sous le radar. Ces 4 millions de personnes souffrent, décèdent, infectent d'autres personnes, parce que vous savez qu'on a des nouvelles infections chaque jour. Qu'est-ce que peut-on faire pour lutter contre cette épidémie? Eh bien, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin efficace, nous n'avons pas les outils dont nous disposons pour la poliomyélite, par exemple. Donc ce qu'il faut faire, c'est détecter les gens et faire en sorte que les gens ne passent pas sous le radar, comme vous le disiez. Et donc pour cela, on a des incitations financières. $3 pour ceux qui vont utiliser la technologie, qui vont utiliser la tablette que est utilisée pour la e-compliance. Donc on a un certain nombre de questionnaires qui permettent de faire de la détection. Et à chaque fois qu'on utilise cette technologie, on s'est rendu compte que le taux de détection a augmenté de 20%. C'est très important parce que l'aspect important et l'aspect financier est évidemment très important, c'est l'argent des donneurs et c'est vrai que ça permet d'augmenter la détection. De la collecte de données, de la technique, d'utiliser la technique de l'empreinte digitale. Pourquoi être allé aussi loin dans la technique et dans la sécurisation de la donnée ? Nous avons commencé avec cette technologie parce que nous ne pensons pas que tout le monde est totalement honnête. Et quand on a commencé à travailler, tous les travailleurs de santé nous disaient « Ah, mais si tout le monde prend le médicament bien scrupuleusement, alors comment se fait-il qu'on n'ait pas une diminution de la quantité de contagion ?» On s'est donc dit qu'il fallait qu'il y ait une incitation financière. Parce que qui dit incitation financière dit performance accrue. Et c'est aussi pour cela qu'on a besoin de la technologie pour s'assurer que le travail est vraiment fait. On a travaillé avec Microsoft Research en 2009 et on leur a dit voilà le besoin. On a besoin de suivre chacun des patients mais aussi chacun des travailleurs de santé. Que peut-on faire? On a parlé de beaucoup de choses. On a évoqué la reconnaissance vocale. Ça ne marchait pas. La reconnaissance faciale, ça ne marchait pas. Donc il fallait que le patient tuberculeux ne voulait pas qu'on prenne des photos de leur visage. Il ne voulait pas qu'ils enregistrent l'image d'un enfant, par exemple, avec la tuberculose, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour de ces patients. Par contre, l'empreinte digitale n'est pas un problème. Donc même pour une maman, laisser prendre l'empreinte digitale d'un enfant ayant la tuberculose n'est pas un problème. Et donc on est très content du résultat. Vous avez mentionné Microsoft, et pour vous, je sais que ce travail mené avec Microsoft est important
En quoi c'était important d'aller collaborer quand même avec une grande entreprise internationale pour lui faire de la collecte de données, ce qui peut aussi faire peur quelque part? Non, nous n'avons pas eu peur. Pour nous, c'est une question de valeurs partagées. Nous sommes du même côté de la barrière. Nous voulons coopérer avec soit le gouvernement, soit avec les ONG. L'objectif, c'est le développement, c'est sauver des vies. Nous partageons la même philosophie avec Microsoft Research. Et ce faisant, nous nous sommes dit, collaborons. Et nous sommes très heureux, nous n'avons pas eu de difficultés. Parce que eux nous ont apporté l'expertise du projet de recherche. Nous sommes partis du cahier des charges et nous avons collaboré avec eux pour améliorer nos résultats, notre performance et aussi avoir des données de meilleure qualité. Je sais que votre système de données est interopérable avec le système national indien de santé. Est-ce que le gouvernement indien a accès aux données? Est-ce qu'il peut avoir accès aux noms des patients éventuellement? Et quel usage fait-il de ces données? Alors, nous utilisons les données pour différentes raisons. D'abord, pour améliorer notre performance d'un clic, nous pouvons savoir quel travailleur de santé a fait quoi, quel jour, quel centre a vu combien de patients. Donc, pour nous, on a vraiment des données de bonne qualité. Néanmoins, les noms des patients doivent être confidentiels. Je suis fermement convaincue que nous recueillons des données, mais que nous devons aussi respecter la vie privée des patients. Évidemment, l'autre côté de la médaille, c'est qu'on doit donner des informations, on doit faire des rapports pour le gouvernement, pour les ONG, pour les auditeurs, pour les financeurs. Mais tout ceci est à des fins de recherche. Nous avons un projet de recherche appelé le University College London. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on anonymise les données, on supprime toutes les données qui permettent d'identifier le patient nommément et ensuite on partage les données au plan technique. Et même quand on recueille l'empreinte digitale, les données sont cryptées. Pardon, et quel usage le gouvernement peut-il faire des données que vous lui donnez en termes d'épidémiologie, de sécurité sanitaire, de politique de prévention? Alors le gouvernement laisse les données dans notre pays parce que le gouvernement pense que les données sont très importantes. Monsieur Modi, qui est notre Premier ministre, se concentre beaucoup sur l'éradication de la tuberculose et on pense qu'on fait tout le nécessaire pour éliminer la tuberculose entre 2025 et 2030. L'objectif est très ambitieux et c'est pour ça que l'audit des données est très important pour le gouvernement. Il les utilise donc ces données pour voir comment nous et les ONG travaillons, comment on peut travailler mieux, plus vite, plus efficacement, tout en fournissant des résultats. Anne-Marie. Cet exemple de l'Inde, pour vous, Gabon, qu'est-ce que ça vous inspire de manière générale, avant de rentrer plus en détail sur ce que vous faites? Mais tout simplement un niveau opérationnel très performant. Ils vont jusqu'au dernier kilomètre, voir les personnes les plus reculées, et cela permet de rendre possible, accessible des soins de qualité à des personnes qui autrement n'auraient pas eu accès à ces soins. Vraiment bravo et félicitations encore. Alors pour vous, au Gabon, bien évidemment, vous utilisez de la donnée, vous collectez de la donnée dans un cadre différent. Alors de manière générale, d'abord, comment est-ce que vous êtes organisé pour faire remonter les données au Gabon? Alors, il faut savoir que le Gabon, c'est 80% de forêt. Et dans ce contexte, nous sommes obligés quasiment d'utiliser la e-santé de quelque façon que ce soit. Alors, faire remonter les données, c'est les faire de façon différente selon le type de données. Il y a les données de la surveillance épidémiologique qui sont remontées de manière hebdomadaire. Et là, donc, les responsables de base épidémiologique font remonter toutes les semaines, par téléphone, les données de la surveillance épidémiologique. Alors, de manière concrète, ils collectent, on voit des maladies, par exemple, ces temps. Donc, collecte, c'est quoi ensuite? C'est du SMS, c'est de l'application, c'est du papier? Ce n'est pas une application spécifique. La collecte est faite par des responsables de base
et ces responsables de base remontent au niveau de la centrale par un téléphone. Ce n'est pas une application, par un téléphone, des données de surveillance sur une base hebdomadaire, parce qu'il est nécessaire de savoir s'il y a un bruit de fond qui se passe dans une partie du pays. Alors ces données de la surveillance concernent essentiellement les maladies sous surveillance, donc à potentiel épidémique, et les décès maternels. Il est important de savoir si, dans un hôpital quelconque, un centre médical, il y a 2-3 décès maternels, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas attendre la fin de la période du mois ou du trimestre pour intervenir. Alors, les autres types de données, ce sont des données sanitaires de routine qui, elles, donc, sont remontées du département sanitaire vers la région sanitaire sur une base mensuelle. Et sur cette base mensuelle, donc de manière trimestrielle, le directeur de la région sanitaire se réunit avec les responsables donc, de départements sanitaires pour analyser ces données, les valider et les faire remonter via des tablettes. Alors, depuis 18 mois, nous sommes engagés donc dans, entre guillemets, la numérisation en fait des données de santé, et des tablettes ont été distribuées à tous les départements sanitaires et toutes les régions sanitaires, et ces données sont ainsi remontées du département vers la région et de la région vers le niveau central, donc les données, les statistiques sanitaires. Ouais, quand vous dites des données de routine, est-ce que l'on peut donner des exemples concrets justement de ce que vous recueillez sur le terrain ? Tout à fait. Par exemple, le nombre de consultations prénatales, le nombre d'enfants de 0 à 12 mois vaccinés, le nombre de cas de paludisme diagnostiqués et traiter ce genre de données en fait. Et cela veut dire que donc tous les 3 mois, lorsque vous les recevez à un échelon national quasiment, vous pouvez adapter vos politiques de prévention. Vous avez une réactivité à 3 mois ? Ah non. Non. Alors, ces données sont collectées pour les statistiques sanitaires, et ensuite il y a donc une réunion entre directeurs de région sanitaire, et donc c'est là où ça se passe déjà. Alors, pourquoi dans telle région sanitaire, il y a eu autant de cas de diarrhée, autant de cas de palu et pas dans l'autre? Donc, cette première analyse se fait donc par les pairs au niveau des régions sanitaires, mais au niveau de la centrale, c'est quasiment à N+1, je dirais, lorsque nous avons les statistiques annuelles, et surtout pour des besoins de planification pour l'année à venir, pour les interventions donc de l'année à venir, et pour la budgétisation des interventions de santé, que ces données sont essentiellement utilisées. Vous dites que l'une de vos difficultés aujourd'hui, c'est toujours des points d'amélioration dans tous les systèmes, c'est l'absence de feedback, l'absence de rétro-information. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, ce n'est pas une difficulté, mais plus un manquement. À partir du moment où nous exigeons des données de qualité de ceux qui les produisent, il me semble que nous avons le devoir de leur faire un retour sur la qualité de leur travail. 1, pour les encourager, et 2, pour combler les lacunes. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas encore formalisé cette rétro-information. Nous le faisons à l'occasion, et ce sont les directeurs de régions sanitaires qui ont pour mission de le faire. Et là, ce que nous allons mettre en place, nous sommes en train de le mettre en place, c'est qu'au niveau de la centrale, je parle du niveau stratégique, nous organisions une rencontre trimestriellement avec les responsables départementaux, régionaux, pour analyser avec eux leurs données et surtout leur faire un feedback, mais un feedback autant positif que négatif, et surtout qu'ils nous disent aussi, être à l'écoute de leurs besoins et nous dire, regardez, nous avons eu cette réunion avec les autres régions sanitaires, il nous semble qu'il y a un souci, et donc nous voulons vous exprimer donc nos préoccupations, et nous aussi de leur dire,
la manière dont vous avez collecté ne nous permet pas d'aller de l'avant. Il serait peut-être bon qu'on puisse faire autrement. C'est ce dialogue, en fait, qui nous manque et que nous sommes en train de vouloir initier sur une base trimestrielle. Effectivement, très important, inclure dans la chaîne l'ensemble des acteurs, depuis le terrain jusqu'aux organes de décision. Abdoulaye Baniré Diallo, vous êtes guinéen d'origine, aujourd'hui vous êtes plus canadien, enseignant à l'Université de Québec après un post-doctorat aux États-Unis, spécialiste de ce domaine de la santé. Plusieurs choses quand même que je retiens des premiers témoignages. Tout d'abord, lorsque l'on parle de collecte de données de santé, on n'est pas face à un problème en fait informatique, technique, c'est d'abord un problème humain, vous confirmez ? Je dirais plutôt c'est un problème conjoint, humain, technologie, et surtout de s'assurer que lorsqu'on développe une technologie ou lorsqu'on essaie de résoudre un problème, que les solutions mises en place ne changent pas le comportement drastique des gens sur le terrain. Et je pense que l'exemple que Shelly a mentionné ici en est intéressant parce que la technologie vient en support à des acteurs locaux qui l'utilisent directement dans leur propre écosystème. On a des exemples en Afrique, vous dites, de collecte de données qui ont été parfois des échecs. Vous citiez par exemple celui d'Ebola. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a péché dans la collecte de données autour de l'épidémie d'Ebola ? Plusieurs choses ont péché. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans des détails à ce niveau-là. Mais le premier, dans l'urgence de traitement de la crise, il y a plusieurs décisions qui ont été prises, qui sont venues de l'extérieur, sans tenir compte de l'environnement socio-culturel des communautés de base. Et aller directement imposer ces manières de faire sur les sociétés de base, un, ça crée un repli, mais deux, ça nous empêche de collecter correctement l'information. Soit elle est erronée, soit elle est partielle. Et pour pouvoir avoir une information de qualité, il faut qu'on soit accompagné par ces acteurs-là. On voit bien que ce soit en Afrique, en Inde ou en Europe, aujourd'hui le thème du recueil de données, les datas de santé, c'est devenu une question qui est majeure dans le monde. On en collecte beaucoup. Et ce que vous dites, pour vous qui êtes spécialiste et chercheur en matière, on en collecte peut-être trop, ou peut-être pas les bonnes, et on ne sait pas forcément les analyser. C'est valable au sud comme au nord. Alors là aussi, j'aimerais bien que vous nous donniez des exemples de problèmes. On a collecté on a collecté beaucoup de données, où finalement, on ne sait pas quoi en faire derrière. C'est intéressant de voir, on parle de collecte et la première chose c'est de savoir pour quelles raisons, mais il faut aussi savoir se projeter dans le temps, à savoir que les technologies évoluent, les questions et les services vont évoluer. Donc lorsqu'on collecte des données de base, on doit tenir compte de cette dimension-là. L'exemple, je pense que lorsqu'on a interagi, je vous ai cité un exemple où au Québec, on a collecté des données génomiques de santé pendant une quinzaine d'années. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les technologies ont tellement évolué que ces données, pour pouvoir faire des services en santé de précision, méritent d'être recollectées de nouveau. Donc on avait pensé de l'argent pour rien. En partie. Ouais. Alors on va en retirer des leçons en termes de méthodologie. Si on va aller sur de la méthodologie de collecte de données, si j'ai bien compris, l'importance quand on va chercher la donnée, c'est de pointer quelque chose d'extrêmement précis, c'est que la question soit très précise. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est d'analyser le contour des questions qui peuvent être liées à cette donnée-là. Alors, par exemple, on va rester sur l'exemple qu'on a vu où on collectait des données par rapport à TB pour s'assurer que les personnes prennent des médicaments. Mais on peut comprendre que ces données-là peuvent, avec leurs métadonnées aussi qui sont importantes, peuvent être utilisées par exemple pour faire de la surveillance, pour faire de la prédiction régionale, utilisées dans d'autres contextes que simplement de s'assurer de la prise de médicaments. Ouais, donc remettre des données dans leur contexte. Il y a quelque chose quand même qui m'interroge beaucoup dans ce que vous dites. Dites il faut se projeter. Il y a 15 ans au Canada, donc un pays qui sait connecter de la donnée, le Canada, on a collecté des données, mais sans se projeter. Aujourd'hui, ces données collectées ne servent plus à rien. C'est quand même difficile. On est en 2019, bientôt 2020. Se projeter à 2035, qu'est-ce qui va nous être utile à ce moment-là ? C'est la quadrature du cercle là que vous nous demandez. Non, pas du tout. C'est de s'assurer que les services suivent.
Au lieu de collecter pendant longtemps des données sans répondre à un besoin, il faut que ces données-là, au fur et à mesure qu'elles soient collectées, servent pour l'intérêt des services pour lesquels elles sont collectées, au lieu d'attendre 10 ans avant de se rendre compte qu'elles ne sont pas utiles. Ah, vaut mieux, oui, c'est préférable. Mais Manish Kumar, pour vous qui venez d'Inde, mais qui enseignez également aux États-Unis, vous faites un petit peu le même constat sur les pays que vous étudiez. Vous dites on collecte beaucoup, mais finalement l'utilisation réelle des données semble très basse. C'est bien cela ? Well, I think, Alors, les deux choses sont vraies, à savoir que l'on collecte beaucoup, mais qu'on n'utilise pas forcément à bon escient. On collecte beaucoup de données, mais on ne les utilise pas toutes. Et ça, c'est vrai. L'une des raisons pour cela, de ces deux problèmes, c'est que les gens qui décident ce qui doit être collecté ne sont pas les mêmes que ceux qui les utilisent. Et je pense que mes collègues ici, qui travaillent avec les ministères, seront d'accord avec moi. On a les gens qui sont au contact des malades, ce sont les travailleurs sociaux, les professionnels de santé. Ils collectent des données sur le suivi. Mais les données seront ensuite utilisées bien loin du point où on soigne les patients. Donc, je pense qu'il y a toujours besoin de collecter des données, même si l'usage n'est pas aussi direct qu'on le voudrait. Et c'est vrai que dans un même pays, par exemple, en prendre la tuberculose, il y a 5 systèmes différents qui collectent des données et qui les mettent dans un système national. Et le gouvernement, combien il utilise de toutes ces données? Je ne sais pas. Et combien de données sont utilisées par la communauté? Même chose, le taux va varier. Donc tout cela pour dire qu'on pourrait poser... vous avez posé la question à mes collègues sur l'importance de la technologie versus l'humain. Les deux sont importants. De notre point de vue, on essaie d'avoir une approche plus systémique, d'essayer de faire en sorte que les systèmes soient mieux connectés. Et c'est le plus difficile, d'essayer d'avoir une vue vraiment d'ensemble. Mais c'est toujours la composante humaine qui doit se trouver au centre, qu'on conçoit quelque chose, que ce soit une politique, une technologie ou un type de soins de santé, et savoir quelles données doivent être collectées. Donc une fois de plus, quand on sait quelles sont les données que l'on collecte, si ça vient pour aider à améliorer la santé des gens, ça va bien sûr simplifier la collecte au final. Je pense notamment aux décideurs en matière de politique publique de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être encore plus précis, encore mieux définir les politiques de santé à un échelon national. Je dirais que tous les pays ont des politiques. Quand on regarde au niveau des enquêtes de l'OMS, il y a bien sûr un système d'information de santé un peu partout dans le monde. Et bien entendu, tous ne sont pas conformes aux normes de l'OMS. Donc ce n'est pas tellement la question de la politique. Le problème général, c'est la manière dont on collecte et comment on utilise les informations dont on dispose. Et aussi les flux de données d'un point à l'autre du spectre de santé. Et donc au plan régional, au plan national, au plan communautaire, tout n'est pas toujours bien coordonné. Les différents plans, les différentes politiques ne sont pas bien articulées et tout n'est pas toujours bien défini en termes d'objectifs. Donc il y a un certain nombre de données. Mais les personnes qui collectent les données souvent ont du mal à comprendre l'usage des données et ont du mal aussi à collecter les données. Parce que quand on a un groupe, par exemple, démographique que l'on définit entre 15 et 25 ans ou 14 et 30 ans, tout ceci parce que les programmes sont différents, parce que la gouvernance est différente, cela ne facilite pas la collecte. Donc il faut des politiques, mais qu'elles soient aussi bien suivies et qu'elles soient mises en œuvre de manière tout à fait globale. Pourtant, on a beaucoup parlé des acteurs de la collecte sur le terrain, on a parlé de la demande sur un autre échelon et de la manière dont on peut améliorer les deux, mais vous nous dites, la data, elle fluctue, la data, elle navigue et elle peut se perdre et avoir des circonvolutions tout au long de ce process. Est-ce que vous pouvez nous citer, pour que l'on comprenne mieux, des exemples un peu précis de ce flot de data que vous nous citez? Yeah, so
Alors, je connais un certain nombre de pays et chaque pays a ses problèmes au plan sanitaire et au plan politique. Et je ne suis certainement pas le mieux placé pour parler des données sanitaires aux États-Unis. Mais sur la base de mon travail, je travaille sur le VIH. Je collecte des données qui viennent de plus de 40 pays. Nous travaillons aussi sur la tuberculose avec plus de 32 pays participants. Et quand on regarde les données et qu'on essaie d'avoir une vue d'ensemble au plan national, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays, le gouvernement ne fournit pas de services. Donc, on a des problèmes qui sont liés au gouvernement. Certains problèmes sont liés aux organisations financées par des mécènes. Mes collègues des agences, par exemple, le collègue de l'Agence du développement a dit qu'on a certains pays où l'engagement gouvernemental est très fort, où on a la volonté de partager les données et de les utiliser, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et cela veut dire qu'on collecte des données un peu partout. Certaines sont rapportées au ministère, selon ce qui est demandé, des fois à de bonne qualité, et il vaut mieux, parce que sinon on peut avoir des problèmes dans son propre pays. Mais après, il faut aussi être conforme à un certain nombre de normes, suivant que l'on rapporte à l'OMS, que l'on rapporte à d'autres organismes. Et alors évidemment, il y a des méthodes statistiques extraordinaires pour faire en sorte que les données disent ce que vous vouliez qu'elles disent. Donc effectivement, on a les données qui sont fournies au gouvernement, et puis on va appliquer des méthodes statistiques pour compenser les différences de classe démographique. Et une fois de plus, on ne peut pas complètement tout utiliser si on n'utilise pas un certain ajustement. Donc c'est vrai que les données peuvent devenir très floues, et c'est pour ça que les gens se plaignent, on ne va pas pouvoir utiliser ces données, c'est des données gouvernementales, elles ne sont pas de bonne qualité. Ce n'est pas toujours vrai. Dans un certain nombre de pays où nous travaillons, ils font un travail extraordinaire comparativement à ce qu'ils faisaient il y a 10 ans. Ils ont des systèmes d'information qui sont de bonne qualité. Donc je pense que plus on utilisera les données, plus on va vers la qualité, plus je pense on aura des données qui sont exploitantes. Donc c'est vrai que parfois les données sont corrompues en fonction de l'agrégation, en fonction de l'échange. Et pour répondre à ce problème, ce que l'on a fait, il y a un certain nombre de choses fondamentales que l'on peut faire, où que l'on soit dans le monde. Tout d'abord, si vous savez quels sont les indicateurs que vous cherchez, d'abord mettez-vous d'accord sur la définition. Quelle est la définition de l'indicateur? Ce que comprend le gouvernement derrière cette définition, ce que comprend l'ONG, ce que défend le travailleur social. Si on est d'accord sur la définition, eh bien les différents systèmes pourront interagir. Deuxième prérequis, si on appelle une clinique ou un hôpital et que dans un système on l'appelle A et dans l'autre système on l'appelle B, on va avoir un problème. Donc là encore, il faut se mettre d'accord sur quelle est la clinique A, quelle est la clinique B. Donc avoir une fois de plus un accord sur les fondamentaux. Et à ce moment-là, on a vu des développements bénéfiques dans un certain nombre de pays. On avait des problèmes de qualité de données sur le même indicateur, suivant qu'il était collecté par le gouvernement ou par les autres organismes. Donc il faut se mettre d'accord. Et cela vaut pour tous les systèmes d'information, quels qu'ils soient. Logique, qui est vraiment important, parce qu'effectivement, vous apportez derrière aussi notre question, quel regard on porte sur la data et qu'est-ce que l'on a envie de faire dire à la data selon que l'on est d'un côté ou de l'autre. Éric Tailhague, est-ce que vous faites le même constat aux Philippines que ce que l'on a entendu dans les autres pays? Okay, Lionel, good morning everyone. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous faire part d'un programme que nous menons à bien aux Philippines. Le système que nous avons n'est pas toujours celui que l'on veut et les informations que nous avons ne sont pas forcément les informations dont nous avons besoin. Et les informations dont nous avons besoin sont souvent des informations que nous n'avons pas encore. Donc, on a parfois aussi des informations dont on n'a pas besoin. Donc, aux Philippines, nous sommes très engagés au plan national et on essaie de se mettre d'accord sur les indicateurs, sur les systèmes de santé que nous devons créer ou maintenir. Par exemple, pour atteindre les objectifs, les ODD. Et aujourd'hui, nous avons la loi pour la couverture santé universelle. Et nous voulons faire en sorte que le système d'information répond à ces besoins et rend possible la couverture universelle.
utile. Un exemple concret aux Philippines que vous avez développé, parfois avec des succès, parfois avec des difficultés également, pour qu'on puisse tous en profiter de la méthodologie que vous avez. Okay. Alors, par exemple, nous sommes très fiers de notre système d'information de santé. Nous faisons en sorte que ce système de santé soit bien conçu, car ensuite il détermine tout en aval. Il détermine les politiques de santé, il détermine les indicateurs. Par exemple, nous avons un système de dossier médical informatisé et nous avons aussi un système différent pour les soins primaires et pour les hôpitaux. Et nous ne les confions pas à des tiers. Donc ces systèmes sont en interne. Et nous faisons en sorte que ces systèmes soient accessibles à tous, y compris aux plus pauvres. Si les pauvres ne peuvent pas bénéficier de ce système, évidemment, c'est tout à fait rédhibitoire. Par ailleurs, on fait en sorte que les systèmes soient interopérables et que les systèmes soient aussi créés, et soient accessibles gratuitement. Aux Philippines, nous essayons d'avoir des applications et des outils qui sont à la fois développés en interne ou bien qui sont développés à l'extérieur. Nous, pour notre dossier médical informatisé, il a été développé en interne, de telle sorte que nous pouvons éviter la concurrence des prestataires tiers, de telle sorte qu'ils ne nous imposent pas un prix de marché, tout en permettant l'utilisation au plus grand nombre de ces outils. En ce moment, je pense que dans le monde, tous les pays essaient de le faire. On a parlé tout à l'heure de la collecte de data par des travailleurs sociaux ou des travailleurs de santé. Qu'en est-il lorsque l'on parle de dossiers informatiques, de dossiers patients, de la collecte de data auprès des soignants, auprès des médecins, auprès des infirmiers, auprès des spécialistes, qu'ils soient dans un hôpital ou dans un centre de santé plus petit? Est-ce qu'ils acceptent aujourd'hui facilement de donner leurs données de santé, de remplir ces dossiers patients? Okay. Alors, par exemple, pour le dossier patient informatisé, nous avons anticipé que les professionnels de santé fourniraient des données et fourniraient des données qu'ils collectent auprès de leurs patients et de leurs clients. Et donc, on a un personnel qui est chargé du codage, de telle sorte que donc il y a une collection des données qui est faite par le professionnel de santé, mais le codage est fait par un autre membre du personnel. Donc on doit faire en sorte, bien sûr, qu'il y ait une formation des deux parties prenantes, faute de quoi les données ne sont pas de qualité. Et donc régulièrement, nous validons, nous utilisons des normes de codage, par exemple le CD10, et nous détectons aussi, nous vérifions la qualité, la prévision des données. Bien sûr, il y aura toujours des biais dans les données et on essaie de les éliminer, on essaie de comprendre ce qui peut manquer, quels sont les écarts entre ce qui est transmis et ce dont on a besoin. Pour ce qui est du prestataire, le prestataire est là pour s'assurer que le professionnel de santé peut bien gérer ses patients et qu'ensuite les données sont bien renvoyées au département central. Tout ceci à des fins de conception des politiques. Donc il y a bien sûr une signification des données qui est différente au niveau gouvernemental et au niveau local. Alors on extrait les données, elles sont stockées au niveau local et ensuite elles sont partagées au niveau gouvernemental. Pas pour gérer les patients, mais pour gérer les politiques. Dans l'ensemble de cette table ronde, lorsque l'on veut collecter de la bonne donnée de santé, c'est l'implication de tous les acteurs, notamment les acteurs de terrain. Ils doivent être motivés pour remplir correctement les données de santé. Comment est-ce que vous les motivez aux Philippines pour le faire? Okay. Alors, il s'agit plus, c'est pas que de la motivation, c'est aussi de la culture. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils accueillent positivement la technologie, parce que la technologie peut apporter beaucoup de choses. Donc, on doit s'assurer que les gens que l'on utilise sont aussi les propriétaires des données, et on doit comprendre qu'ils doivent avoir une meilleure compréhension des technologies pour aussi être plus impliqués et pour être plus à même de les partager avec
nous. Et les prestataires, ceux qui utilisent les données, on doit avoir la même culture, la même vision. Parce qu'on pense que c'est la performance qui pilote la demande et la demande à son tour améliore la performance. Si on utilise des données de qualité, ça va aussi augmenter la qualité et créer un cercle vertueux. Si on a des données de qualité, les données de qualité vont améliorer aussi les soins pour les usagers. Responsabiliser les collecteurs de données de santé. Anne-Marie Antchouet, vous avez fait le choix d'équiper de tablettes, commencer à équiper de tablettes certains collecteurs de santé, et pour mieux les motiver, vous faites le choix de leur donner la tablette au bout de quelques années, c'est bien ça ? Oui, c'est pas tant pour les motiver que pour les encourager à bien garder et bien utiliser leur outil de travail. On sait qu'une tablette peut servir à de multiples usages et c'était juste leur rappeler que l'usage exclusif pendant 3 ans devait être un usage pour le transfert des données et pour s'assurer qu'on ne nous poserait pas de problème de batterie, d'unité de téléphone ou autre. Nous leur avons dit que si les données étaient envoyées en temps opportun et de manière complète, après 3 années d'utilisation, la tablette devenait leur propriété. Et donc, c'était la façon pour nous de ne pas avoir de perte de bris et autres. Et à date, nous n'avons eu qu'une seule tablette donc, qui n'est plus là, mais tout simplement parce que, ce n'était pas un problème de perte ou de bris. Donc, c'est un facteur qui a marché, en tout cas, ça a fonctionné. Ça a marché et surtout, on ne nous a pas rappelé que nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'unité téléphonique, nous n'avons pas. Et donc, au bout du compte, dans 3 ans, les tablettes, donc c'est la durée de vie moyenne aussi d'une tablette, dans 3 ans, les tablettes deviendront la propriété des usagers. Et Eric Ayac, est-ce qu'aux Philippines, le patient a accès à ces données ? Parce qu'on parle beaucoup de collecte de données, on parle peut-être peu de patients autour de cette table. Est-ce qu'il a accès à son propre dossier médical ? Okay, they don't have. Alors, réponse, ils n'ont pas leur propre dossier, mais ils ont accès aux données, bien évidemment. Donc, ils peuvent avoir accès donc, à leurs données médicales, à leur dossier médical, mais également pour d'autres qui auraient besoin de ces données. Évidemment, il y a une loi qui assure la confidentialité des données qui sont collectées, des données concernant les patients. Il y a un certain nombre d'accords, mais évidemment, les patients sont propriétaires au premier chef de ces données. Je me tourne vers vous parce que quand on parle de données, quand on parle de patients, la question elle est forcément là sur l'anonymisation de la donnée. Ça fait des années qu'elle traîne dans toutes les tables rondes autour des données de santé. Je vous pose la question de manière crue, après tout. Est-ce que la question de collecter des données de manière anonyme, est-ce que c'est une question, un problème de riches, après tout, et pas un problème de pays du Sud ? C'est une colle que vous me posez. C'est pour ça que je vous la pose. Effectivement, je pense que la question mérite d'être discutée parce que souvent on essaye de trop complexifier le processus de collecte par la mise en place de systèmes d'anonymisation qui sont parfois pas utiles parce que si on utilise la technologie, on peut les désanonymiser. Oui, donc on peut trouver de toute façon facilement la donnée derrière et la personne. Derrière. Mais dépendamment des enjeux sur le terrain à mesurer, il faudrait mesurer rapidement est-ce que c'est nécessaire d'aller dans des systèmes complexes d'anonymisation. Bon. Mais notons que les technologies qui existent ou sur place permettent quand même de grouper les données de façon sécuritaire, de s'assurer d'avoir une certaine éthique autour des personnes qui travaillent dans ces systèmes-là et aussi de permettre de pouvoir émuler des systèmes de start-up ou de compagnies qui pourraient délivrer de nouveaux services augmentés autour de ces données-là. Donc, ça prend une certaine dimension d'échange. Ouais, puisqu'on arrive en fin de table ronde, je voudrais vous poser quand même d'autres questions pour vous qui êtes chercheur, qui êtes basé au Canada, qui avez une vision vraiment globale de la donnée. Est-ce que vous voyez une concurrence aujourd'hui entre pays ou entre continents autour de la donnée de santé ? Alors, on parle beaucoup de la Chine qui arrive à collecter des centaines de millions de données de santé, qui va très fortement en ce moment. Est-ce que demain on a une concurrence Chine, Afrique, Europe, Amérique qui est en train de se dessiner ? Il y a une concurrence qui se crée parce qu'effectivement, des services augmentés
créer une valeur économique et les valeurs économiques drainent les compagnies. Mais ce qu'on doit garder d'un point de vue central, c'est que les données de santé, c'est pour amener des services aux populations, surtout dans les pays en voie de développement. Et donc, d'avoir des services accessibles, parce qu'il faut que ces services-là soient accessibles aux pauvres, rapidement, est beaucoup plus important que cette guerre économique qui est en train de se mettre en place. Il y a une vraie guerre économique autour des données de santé et les États-Unis là-dessus sont en train de collecter, on a parlé de collecte dans les pays, mais il y a un pays qui collecte aussi des données dans le monde entier qui sont les États-Unis. Aujourd'hui, avec un simple crachat de salive qu'on envoie aux États-Unis, on vous décode votre ADN, on a des silos entiers de stock d'ADN mondial. Il y a des sociétés comme 23andMe qui en font leur commerce aujourd'hui. Je peux habiter au Gabon, je peux habiter en Inde, je peux habiter en Bretagne et envoyer mon ADN et demander des informations sur mon ADN aux États-Unis. Comment est-ce que vous voyez, pour vous qui en êtes pas très loin, comment est-ce que vous voyez ce phénomène se développer ? C'est inquiétant, mais d'un point de vue aussi rassurant dans le sens que moi, depuis plusieurs années déjà, on milite pour qu'au niveau du continent, on ait des collectes pareilles qui se fassent. Parce que veut pas, même si ces collectes sont mondiales, à un moment donné, les besoins locaux vont courir. Donc, d'avoir des services sur le continent africain qui permettraient de collecter des données génétiques et des données de santé viables pour des services est beaucoup plus viable à court, moyen, long terme qu'une banque de données globale qui se trouve en Californie. Manish Kumar, dernière question aussi pour clore, pour avoir votre sentiment. Est-ce que l'on est là-dessus sur une guerre mondiale, une guerre économique mondiale de la santé, avec la collecte de données de pays qui vont piocher à droite ou à gauche? Oui, cette question est tout à fait intéressante et je crois que ça concerne non seulement les entreprises mais également les gouvernements. Évidemment, tout le monde veut avoir ces données, mais des données qui nous appartiennent. Mais nous ne sommes évidemment pas au centre de la préoccupation et de leurs échanges, malheureusement. Alors, je vais vous donner peut-être juste un exemple. Il y a des pays où une des questions qui a surgi entre les pays occidentaux et les autres, c'est le stockage de ces données. Et le gouvernement de l'Inde a proposé une politique qui est la suivante. Il faut que toute entreprise qui collecte des données doit pouvoir les stocker localement. Mais ça, c'est une question fondamentale. Parce que si vous n'avez pas ces données, vous n'allez pas pouvoir justement développer les services dont vous avez besoin, justement. Donc, c'est un problème de politique nationale, de politique intérieure. Et je crois qu'il y a de plus en plus de pays qui vont vouloir garder ces données parce qu'ils se rendent compte que ces données ont une valeur ajoutée potentielle énorme. Vous avez des entreprises qui peuvent s'approprier ces données, qui peuvent les utiliser comme ils le souhaitent, mais malheureusement, ce sont les gens comme nous dont on utilise les données qui sont souvent les oubliés des échanges qu'il peut y avoir concernant cette concurrence, cette espèce de guerre. Donc, vous pouvez aller sur n'importe quel site web, que ce soit e-commerce ou à partir du moment où vous cliquez sur la politique de confidentialité, eh bien, je suis sûr qu'on la lit pas complètement les documents concernant cette politique de confidentialité. La seule chose que vous faites, c'est oui, j'accepte. Vous cliquez sur oui. Mais vous avez donc donné tous vos droits légaux et vous avez, je crois, ça fait partie de leurs jeux, de leurs enjeux plutôt, parce que c'est très compliqué parfois, cette politique de confidentialité. On ne comprend pas toujours ce que l'on lit. Et c'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus méfiant, beaucoup plus prudent. Oui, je suis d'accord avec vous, ça peut devenir un problème et je crois qu'il faut y faire face. Vous voyez, on est parti de la collecte locale de données pour lutter contre la tuberculose en Inde et on part sur un problème aujourd'hui qui se pose au nord comme au sud, qui est une question globale posée à l'ensemble de la planète. Merci à tous et je suppose que cette table ronde, voilà, on peut vraiment les applaudir parce que des expertises vraiment formidables. Et je suppose que ça doit susciter pas mal de remarques ou de questions, en tout cas chez tous ceux qui nous écoutent. Alors je vous propose de les poser. Si vous nous regardez sur Internet, n'importe où, donc dans la planète, on en a reçu les premières. Vous pouvez utiliser la petite fenêtre de commentaires qui est sous la fenêtre de diffusion pour nous adresser vos questions, vos félicitations. Faites-le rapidement, très rapidement, pour qu'on puisse les recevoir et les lire en direct. Si vous êtes dans cette salle, il va y avoir des micros qui vont circuler. Il y a quelques questions qui sont arrivées déjà. Question de Amaro.
Maroc qui nous écoute et qui nous dit, pour rebondir sur la problématique soulevée par M. Kumar, comment pourrions-nous assurer une utilisation optimale des données récoltées et pallier au problème de compréhension entre collecteurs et utilisateurs de données? Il demande encore plus de précision sur la méthodologie que vous nous avez donnée tout à l'heure, Manish Kumar. Yeah, thank you for the Alors, très bonne question également. Eh bien, je crois qu'un des enjeux, lorsqu'on utilise ce genre de données, l'utilisation des données, et je crois que nous avons tous des interprétations peut-être différentes de ce que l'on veut dire par utilisation des données. Alors, l'optimisation de l'utilisation des données, je crois que cela veut dire à quel niveau on se situe. Si, par exemple, on parle des professionnels de santé, l'utilisation optimale sera différente de celle des gestionnaires des systèmes ou de ceux qui mettent en place ces politiques ou des personnes qui ne sont pas en première ligne. Donc, je crois que mon collègue a fait une remarque tout à fait pertinente lorsqu'il a dit qu'il faut voir comment fonctionnent ces systèmes d'information. On ne demande pas justement quel est le but des systèmes, malheureusement. On demande au système comment il a été conçu, on lui demande beaucoup trop. Donc, l'optimisation, c'est quelles sont véritablement les questions ou les enjeux précis que nous voulons avoir à l'esprit, auxquels nous voulons répondre. Et ensuite, on va voir si le système nous permet d'y répondre ou pas. Et ça permet aussi de faire une sélection des données que nous voulons collecter. Parce que vous pouvez avoir des enquêtes, des sources, des études énormes, multiples, mais qui ne nous serviront à rien pour certaines finalités précises. Donc, qu'est-ce que nous recherchons avec ces données et ensuite, quel type de données? Je crois que c'est une façon d'optimiser l'utilisation des données à plusieurs niveaux. Mais je crois que la partie la plus complexe, c'est justement essayer de voir quelles sont les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions à poser? Si vous avez déjà les bonnes questions, je suis sûr qu'on peut optimiser l'utilisation des données. Mais commencez par poser la question, à savoir quel système l'on veut, pourquoi, de quoi a-t-on besoin et qu'est-ce que l'on peut faire avec le système que l'on a. Et je crois que ça, c'est important. En général, le micro circule facilement. Voilà, allez-y. Bonjour, merci, je suis Cheikh Oumar Bagayoko, professeur d'informatique médicale à l'université de Bamako. Ma question s'adresse à M. Kumar. En fait, je me réjouis beaucoup que vous ayez cette vision systémique en fait du système d'information. Mais la question que je me pose, étant acteur de terrain qui sillonne un peu partout l'Afrique. Donc, je me demande si votre vision est réellement partagée au niveau, en tout cas, de vos organismes comme Mesure Evaluation. En tout cas, ce que je constate sur le terrain, au lieu d'arriver, en fait, avec cette analyse, disons-nous, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on a besoin? Et ce besoin va déterminer le type de système d'information qui serait capable d'avoir cette vision systémique, puisque le malade, de toute façon, lui, va passer d'un système A à un système B, mais plutôt on arrive avec un outil. On dit aux États, voilà un outil qu'on doit utiliser. Et à partir du moment où on arrive avec un outil, il n'y a plus le temps à la conception. Donc, il va de soi que l'analyse devient biaisé, donc il n'y a pas le temps à la conception. Et cet outil, des fois, on le présente, puisque les gens n'ont pas toujours la culture, en fait, de système d'information, on le présente comme l'outil miracle qui va faire tout, alors qu'il n'y a pas un seul outil qui peut faire tout. Donc, à partir de ce moment-là, la vision systémique devient un peu dérisoire. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que Mesure Évaluation vous faites pour changer cette donne au niveau en fait du terrain, pour qu'enfin on essaie en fait de conseiller aux États, analyser pour que les systèmes d'information soient alignés sur la politique de santé au lieu d'arriver avec un outil. Manish Kumar ou les autres intervenants autour de la table, hein. Alors, je vais peut-être répondre en vous disant que la conception et les critères ne sont pas les miens. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et lorsqu'on regarde le système, c'est l'organisation en tant que tout. Et si vous demandez au ministère de la Santé ce qu'il en pense, je ne pense pas qu'un ministère de la Santé ne soit pas complètement dépourvu de système. Il faut, sinon il n'existerait pas. Je crois que la façon dont nous allons concevoir un système de santé, eh bien,
prend en compte tout cela. Mais les valeurs qui ne sont pas prises en compte, c'est que les données que nous avons, c'est grâce aux patients. Si les patients n'étaient pas là, il n'y aurait pas ces données. Donc, c'est ça qui est important. Très souvent, on perd les données individuelles des patients parce qu'elles rentrent dans des systèmes énormes. Donc, je crois que lorsque l'on parle de conception du système, on ne tient pas en compte assez le patient qui est au cœur du système. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez des données et la première chose que vous faites avec votre système, c'est permettre justement aux professionnels de la santé et également aux patients de pouvoir utiliser ces données avant qu'il y ait une espèce d'agrégation des données qui font que ces données échappent parce qu'elles sont à un autre niveau qui est parfois inaccessible. Et je crois qu'il faut qu'à plusieurs niveaux, il ne faut pas être trop pessimiste. Les gens sont prêts à intervenir. Ce qui est plus compliqué à résoudre, c'est le problème de l'architecture globale, c'est-à-dire effectivement comment on l'utilise. Le micro circule dans la salle. Antoine qui nous dit bonjour, merci pour la qualité de cette conférence. Je vais peut-être la poser cette question d'ailleurs à Abdoulaye Baniri Diallo. Question peut-être très française dans l'esprit. Y a-t-il des projets ou des discussions en cours sur la e-santé avec les grands opérateurs d'Internet comme Google? Ils ont une telle puissance technologique et de gestion de données, cela pourrait-il avoir un intérêt? Allez, je rajoute, ou un danger. C'est un intérêt, un danger. Je sais que Google a des projets en santé de précision, où il y a plusieurs milliers d'acteurs qui travaillent dessus. Ce qu'il faut simplement se tourner, au lieu d'avoir peur, comme le modèle indien présenté tantôt, au lieu d'avoir peur de ces gros fournisseurs de services, c'est plutôt de voir quelles sont les solutions pour les populations locales qu'on peut arriver en partenariat, peut-être gagnant-gagnant, en maintenant une éthique et en respectant nos lois qui sont établies par rapport à ça. D'autres questions dans la salle? Hop, je ne vois pas. Voilà, monsieur. Ok, merci bien. Moi, c'est Dr Ouedraogo. Je suis le directeur des systèmes d'information en santé au niveau du Burkina Faso. Et moi, j'ai une question notamment qui pourrait s'adresser à M. Diallo et à M. Koumar, notamment par rapport à la problématique de l'interopérabilité des différentes applications qui foisonnent au niveau des différents pays. Je donne juste un exemple au niveau du Burkina Faso. On a fait un mapping des différentes applications qui sont utilisées. Nous sommes environ une 80aine d'applications différentes qui sont implémentées au niveau du pays. Quelle est la vision, notamment, qui puisse permettre aux différents États pour éviter les développements verticaux, pour permettre aux différents pays pour que les applications puissent communiquer et éviter qu'on ait tout le temps recours à un développement. Comme l'a dit si bien dit Cheikh Oumar Bakayoko, ce ne sont que des outils. Les gens font difficilement la part des choses en un outil et puis ce qui est sorti en output, notamment pour la prise de décision. Et ça, c'est une question fondamentale. Et je pense que la plupart des pays font face à cette difficulté, la problématique notamment de l'interopérabilité, pour que les gouvernants puissent véritablement prendre en compte cet élément, qui est un élément capital, un élément fondamental, pour éviter qu'on ait toujours recours à des développements, à des applications qui sont implémentées au fur et à mesure. Quel est votre point de vue et notamment les recommandations par rapport à votre expérience pour permettre aux différents États de prendre à bras le cœur cette problématique? Merci. Abdoulaye Baniri Diallo, rapidement peut-être, et puis Eric Taillag aussi, il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe aux Philippines. Ok. De mon point de vue, un enjeu crucial à cause du cloisonnement des outils, c'est parce qu'il y a une certaine manque d'expertise locale qui est mise en place. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche, dans ces différents domaines, on ne développe pas une expertise locale qui permettrait tranquillement d'avoir des systèmes interopérables qui répondent aux besoins du pays en soi. Et je pense que c'est aux gouvernants d'émuler cette direction-là qui permettrait. C'est sûr qu'au départ, on va avoir plein d'outils qui sont non interopérables. Mais dès qu'on commence à mettre des standards, qu'on définit ces standards-là, qu'on a des étudiants qui sont formés ou des entreprises locales qui sont formées pour travailler selon ces standards, à ce moment-là, naturellement, au bout de 5 ans, on arrive à une forme d'interopérabilité minimale. Et Manish Kumar qui voulait s'exprimer rapidement, et puis ensuite Madame Antchoué. Yeah, I'll say quickly.
Oui, alors dans notre région, nous avons beaucoup travaillé sur le problème d'interopérabilité. Il y a un projet d'ailleurs qui est en train d'être préparé pour améliorer la situation, justement pour que les systèmes soient plus interopérables. C'est vrai, nous avons beaucoup trop d'outils et je crois que vous faites surtout référence aux outils numériques, bien sûr. Donc c'est un problème parce que, comme vous l'avez dit, il faut être capable dans certains pays de proposer des outils qui soient utilisables, sans trop de difficultés, qui soient interopérables. Donc, dans notre recherche, nous faisons une étude, justement, et une analyse de ce que nous appelons interopérabilité. Nous l'avons fait pour 5 pays. Ouganda était un des pays, et surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Et ceci nous permet de savoir exactement où il y a des difficultés. Donc, vous avez parlé des normes, mais aucun des systèmes ne respecte vraiment des normes générales qui peuvent être utilisées. Il y a toujours une vision très locale, souvent. Et ça, c'est le travail qu'on a fait, c'est-à-dire essayer d'avoir des normes qui soient plus globales, justement, pour ces systèmes. Ça veut dire que lorsque le système est prêt, on peut échanger des données avec d'autres pays, même si dans ces pays-là, les ressources technologiques sont limitées. Alors peut-être que l'Organisation mondiale de la santé ou peut-être l'Observatoire pourrait faire un inventaire en quelque sorte de toutes ces applications de façon à ce que l'on sache justement, et ce serait des cas d'études, ce qui se passe et que les pays alors qui pourraient ou voudraient utiliser ces applications pourraient se les approprier. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi avez-vous besoin de ces applications? Et si vous n'êtes pas précis dans votre réponse, ne commencez pas à utiliser des applications qui peuvent être gênantes, qui peuvent être encombrantes et inutiles. Madame Manchoué. Merci, c'est pour répondre à notre collègue qui a soulevé un point essentiel quant à l'interopérabilité. Je crois qu'il ne faut pas laisser cette interopérabilité à l'appréciation et à la décision des sectoriels. Et moi, je vous prends l'exemple du Gabon, où c'est au niveau stratégique que la décision d'interopérabilité de toutes ces applications a été prise. Et là, actuellement, nous sommes en train de mettre en place ce cadre d'interopérabilité pour que tous les acteurs dans le domaine puissent s'y arrimer. Et je voudrais juste revenir à un point sur l'anonymat, je dirais la confidentialité des données. Il ne faut pas balayer d'un revers de main cette confidentialité, tout simplement parce qu'il faut penser au bioterrorisme, mais je pense que ça pourra faire l'objet de débats tout à l'heure. Merci. On voit que la question se pose partout. Merci à tous ces intervenants pour cette table ronde de qualité. On peut les applaudir.